Bonjour tout le monde. Et ça me fait grand plaisir de voir autant de grands esprits ramassés dans une salle comme ça, et puis tous amoureux de BIM. Euh, vous avez entendu beaucoup de BIM aujourd'hui. Plus fort? OK. Donc, oui, le BIM c'est bon. Oui, on va le faire. On va y arriver. Grâce à tous ces contributeurs ici et grâce au magicien qui s'appelle Guy Paquin qui est ici autour de nous ce soir pour nous encourager. Donc, quand on parle de BIM, on ne peut pas le dissocier de la gestion des actifs. C'est deux entités qui vivent ensemble. Et vous voyez ici tous les grands donneurs d'ouvrages publics qui ont embarqué dans ce voyage. Parce que d'après moi, le BIM, ce n'est pas une destination. On ne va pas cocher après 2 ans, oui, on est BIM. Non, c'est un voyage. Et c'est un long voyage. Quand je vois les bannières ici, c'est beau, ça me donne chaud au cœur, mais ça me rappelle les silos. Et puis le BIM, les concepts du BIM et les silos, c'est des grands ennemis. Donc oubliez les silos si vous voulez faire du BIM. Tous ces grands donneurs d'ouvrages publics, c'est des grands bâtisseurs d'infrastructures, on est d'accord? Donc, et puis, vous voyez ici sur l'acétate les types d'infrastructures qui sont érigées par ce beau monde-là. On a des infrastructures qui sont critiques, plus critiques que d'autres. Pour vous donner un exemple, pour nous, à Hydro-Québec, la majorité des infrastructures sont critiques. Juste à titre d'exemple, pour ériger la centrale de East Main et puis dévier la rivière de East Main, on a inondé un territoire 7 fois plus gros que le territoire de la Belgique. Donc vous voyez un peu la criticité. Il y en a des degrés et des degrés. Ces infrastructures-là, si on fait du BIM comme du monde et selon les règles de l'art, le jour où on va remettre clé en main à l'exploitant ou au propriétaire l'actif, là on a déjà des jumeaux numériques parce qu'on a la maquette numérique qui a servi à la construction et on a l'actif réel qui existe. Mais dès que vous ouvrez la porte de l'installation, vous rentrez dans le monde GMAO, gestion de la maintenance des actifs et des opérations. Donc, les jumeaux qui sont des nouveaux-nés, il faut les faire vivre durant leur cycle de vie. Et puis, il y en a des installations ou des infrastructures qui ont des durées de vie plus longues que d'autres. Nous, on en a des installations qui ont un anniversaire de 100 ans cette année. Donc, imaginez-vous qu'est-ce que ça coûte en maintenance et opération. Généralement, on dit, selon les statistiques, le coût de la maintenance est 2 à 5 fois plus élevé que le coût de réalisation de l'infrastructure. Pour nous, à Hydro-Québec, ça peut monter jusqu'à 10 fois le prix initial. Donc là, il faut prendre soin de ces installations-là. Vous voyez ici, ça c'est tiré de la littérature et vous voyez, tout le monde dit 2 à 5 fois, mais c'est variable selon le type d'infrastructure et l'âge et puis la qualité de la construction qui a été faite. On n'insistera pas beaucoup sur les concepts du BIM, mais plutôt sur les jumeaux numériques et puis sur la gestion des actifs, parce que tout le monde a des préoccupations dans ce sens-là. Et des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, on les, comme tous jumeaux, là, on les met au monde pour les faire grandir et soigner et les faire évoluer, et non pas pour les mettre à l'adoption, on est d'accord? Donc il faut prendre soin de leur évolution. Et puis dans le monde, les gens commencent à se préoccuper de tout ce qui est APM. Vous connaissez le concept, le trigramme? Asset Performance Management. Donc là, on va voir comment l'actif industriel ou l'installation qu'on a érigée se comporte au fil des ans.
et qu'est-ce qu'il faut faire et où intervenir pour réduire les coûts de maintenance et d'exploitation. Oh. Donc, je crois que vous êtes tous familiarisés avec le code hexadécimal, le code décimal, le code binaire. Je vous laisse ce soir découvrir Hexacode. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Émile, pour l'introduction. Merci Dassault, l'Université de Sherbrooke, Hydro-Québec. Je vais vous présenter ou essayer de démythifier un peu ce que c'est que le jumeau numérique appliqué aux infrastructures. Donc, on va partir du BIM, mais on va s'en aller vers ce qu'on appelle un Asset Performance Management Tool. Donc, on est un éditeur de logiciels basé à Montréal. On se spécialise dans l'évaluation de l'état, puis pour ça, c'est la science de la dégradation. Donc, c'est d'appliquer la science de la dégradation, puis de supporter la prise de décision basée sur l'état, des analyses prédictives puis prescriptives, de la mise en service jusqu'à la disposition. Donc, défi de la gestion d'actifs, si on prend, ça vient d'un sondage qui avait été fait par ABB puis Microsoft en 2016, c'est la convergence entre le transactionnel puis l'opérationnel, les sondes, l'Internet of Things. Puis quelqu'un de Network Rail en Angleterre, on lui demandait quels sont tes défis. Lui, c'est que j'ai des millions d'actifs sur mon réseau ferroviaire. Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui que ça fonctionne demain? Donc, le temps réel. Souvent, on va parler de maintenance, mais la maintenance, ça ne dit pas tout. Tu peux demain matin faire la maintenance sur un réseau ferroviaire puis avoir tout de suite une défaillance qui est due à, par exemple, un roulement à billes sur un train. Et une autre étude qui a été faite encore en mobilité, c'est Siemens Mobility qui a fait ça en 2021. Puis on demandait à des experts qu'est-ce que ça veut dire la digitalisation des systèmes ferroviaires. Puis ce qu'ils disent, c'est que présentement, on voit arriver plusieurs solutions d'évaluation de l'état puis des analyses prédictives, mais c'est des solutions qui sont spécialisées. Donc, si vous avez un réseau ferroviaire, vous êtes probablement préoccupé par l'alimentation électrique, vous êtes préoccupé par le matériel roulant, vous êtes préoccupé par les caténaires, pour donner un exemple, les infrastructures, les ponts, etc., et le rail. Il y a beaucoup de ces solutions-là qui sont trop spécialisées pour vous donner une vue d'ensemble. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est responsable de l'ensemble de l'œuvre, vous allez avoir à peu près 4 interprétations ou 4 façons de présenter l'évaluation de l'état ou les analyses prédictives. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on résout le problème de l'évaluation détaillée de l'état et les analyses prédictives complexes sur des millions d'actifs de tout type. Ça peut être des réseaux, ça peut être en génie civil, électrique ou mécanique. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des solutions qui existent présentement, il y a une tendance de passer de la GMAO vers les analyses prédictives, sauf que la majorité des GMAO ont été créées pour des sites industriels. Donc, quand tu as 15 000 actifs dans une usine, je peux vous dire que c'est énorme. Or, quand on pense à Hydro-Québec, ils ont 2,5 millions de poteaux en bois. Puis là, je vous fais grâce du nombre de kilomètres de ligne. Ils ont 2000 transformateurs de puissance, 6000 disjoncteurs haute tension. Donc, on n'est plus dans les mêmes chiffres, on n'est plus dans les mêmes nombres. Puis la complexité associée à l'évaluation de l'état, pour évaluer un transformateur de puissance, c'est à peu près 30 pages de tableau puis d'interprétation. Donc, c'est le genre de défi qu'on a essayé de relever chez Hexacode. Donc, on est une référence en termes de scalabilité. Ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 25 millions d'objets dans un serveur standard. Puis pour vous donner une idée, on a fait la représentation digitale du CUSUM, qui a 12 500 pièces, 250 000 murs, etc. Puis à la fin, on décrivait chacune des 12 500 pièces, couleur de la peinture, revêtement. Ça a été une demande qui a été faite par SNC-Lavalin. Puis on avait, pour simplement une description, 800 000 objets. Ça, c'est un hôpital. C'est un méga hôpital, mais c'est un hôpital. Donc, on rentre dans les grands nombres assez facilement. Ensuite, ce qu'on fait de particulier, c'est qu'on va donner l'évaluation de l'état, les analyses prédictives au niveau de l'élément racine, qui est par exemple un transformateur de puissance. Puis par la suite, on va vous donner aussi les résultats de chacun des composants. Donc, on applique la science de la dégradation, mais on vous donne, si demain matin, il y a une problématique, c'est très facile pour quelqu'un, sans avoir un PhD en génie chimique, d'interpréter les résultats. Donc, on fait aussi l'élaboration de propositions d'action de maintenance prescriptive. Donc, un expert ou une experte pourrait dire, si tu as telle condition,
voici ce que je recommande. Fais un nouveau test, utilise une nouvelle technologie pour évaluer l'état ou remplace. Donc, c'est d'arriver aussi même à supporter les analyses prescriptives. Puis on a une visualisation géospatiale, c'est qu'on prend Google Maps, puis on va représenter un réseau, puis on va vous donner l'état de chacun de ces éléments racines-là dans votre réseau. Donc, on fait, puis c'est parce qu'on a travaillé sur l'hôpital du CUSUM que j'ai d'ailleurs, je pense, été formé en 2016 sur l'ancienne norme avant la 19650, la 1192. Et c'est là qu'on a compris qu'on pouvait contribuer à la transition des phases conception-construction vers la phase opération. Puis ce qu'on a vu, qui a été montré par la Ville de Québec, bien ça, c'est l'aboutissement ou c'est le début de cette transition-là, c'est-à-dire c'est d'avoir assez d'informations pour que les gens d'opération puissent en profiter. Puis on supporte les objectifs de développement durable parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de prolonger la vie. Puis pour prolonger la vie, je vous donne encore l'exemple d'un transformateur. Vous pouvez avoir un transformateur qui vit 50 ans, 60 ans, mais tu peux aussi prolonger ça en changeant certains composants. Puis c'est ce que la plateforme permet de faire, c'est-à-dire de noter quels ont été les changements qui ont été faits. Puis on est flexible, on est modulaire, puis on peut supporter une mise en œuvre incrémentale. Donc, on n'est pas obligé de commencer avec l'ensemble des actifs, on peut y aller avec les actifs critiques, puis par la suite, y aller avec un échéancier là, pour intégrer le réseau au complet. Quand on parle de gestion d'actifs, là, je vais essayer de faire le lien entre l'APM et la GMAO, mais avant, je vais vous parler des niveaux de maturité. C'est que en gestion d'actifs, la première chose qui est fondamentale, c'est, puis la Ville de Québec l'a très bien compris, Hydro-Québec aussi, c'est le registre des actifs. On ne peut pas faire de maintenance si on ne sait pas que ça existe. Donc, le registre est hyper important. Ensuite, le réactif, c'est quand on décide d'attendre la défaillance pour remplacer. Les transformateurs de poteaux que vous voyez, ils attendent la défaillance en général. Ensuite, le préventif, c'est la planification de la maintenance. À ce moment-là, on tombe dans ce qu'on appelle la GMAO. Puis le niveau plus élevé, c'est la condition. Mais il y a des gens qui vont vous parler de Condition-Based Maintenance, où est-ce qu'ils vont prendre 1 ou 2 ou 3 paramètres, puis ils vont dire, bien, je vais envoyer mes gens de maintenance quand ce paramètre-là va avoir atteint un certain seuil. C'est une façon de voir les choses. Dans notre cas, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'évaluer la condition, mais de 0 à 100. Puis je vous donne l'exemple, Hydro a 2000 transformateurs de puissance. Si tu veux savoir lequel remplacer, bien, des codes de couleurs, de 5 couleurs, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu y ailles du 0 à 100. Il ne faut pas que ça soit un paramètre, c'est une multitude de paramètres. Donc, on fait des moyennes pondérées, puis on l'amène à un résultat de 0 à 100. Le prédictif, c'est bon, mais je vous dirais qu'en gestion d'actifs, si vous vous basez uniquement sur le prédictif, c'est une grave erreur. Si vous allez chez le médecin demain matin, puis on vous fait un bilan de santé, ce qu'on cherche, c'est votre condition. Puis si vous utilisez uniquement les statistiques, je suis supposé décéder à 81 ans, selon les statistiques, mais si j'augmente mes assurances de 1 million à 2 millions, vous allez voir apparaître une infirmière ou un infirmier, puis une prise de sang. Parce qu'ils vont déterminer ma condition, vont vouloir avoir accès à mon dossier patient, à mon médecin de famille, puis après ça, ils vont évaluer ce risque-là. Donc, on ne peut plus fonctionner par les statistiques ou uniquement le prédictif. Donc, si on regarde la GMAO, ça se situe ici. Donc, c'est gestion des interventions, d'entretien puis des ressources. Et quand on parle d'APM, bien là, on parle d'autre chose. On parle de durabilité, de fiabilité. On parle d'utilisation croissante des capteurs, de l'IA, de la numérisation. Puis c'est un jumeau numérique, dans notre cas, de l'évaluation de l'état, les analyses prédictives puis prescriptives. Donc, ce qu'on fait, on prend n'importe quel type d'actif. Ça peut être le ministère des Transports, ça peut être un pont, ça peut être le pont Champlain, ça peut être des disjoncteurs, un hôpital. Donc, l'idée, c'est de faire un inventaire opérationnel. Par inventaire opérationnel, ce qu'on dit, c'est que quand on fait l'évaluation de l'état, on est obligé d'y aller au niveau des composants. Donc, si je vous demande dans quel état est votre véhicule automobile, si vous me répondez « très bon état, j'ai tant de kilomètres, etc. », puis il y a 3 ans, la vraie réponse, c'est l'état de tes pneus, l'état de tes freins, ton moteur, ta direction, etc., etc. Donc, c'est une multitude d'éléments qui se dégradent à des vitesses différentes en fonction de l'environnement, puis la façon avec laquelle vous opérez. On fait la gestion des inspections et d'essais parce que c'est la base même de l'évaluation de l'état. Donc, on va prendre des résultats d'essais, des inspections visuelles et des capteurs, puis on va alimenter des algorithmes.
Puis on fait l'intégration à ce moment-là aussi de données transactionnelles et transactionnelles, puis des validations de données. Puis ce qu'on amène comme résultat, c'est l'évaluation de l'état. Ça, c'est un score de 0 à 100. Puis je vous l'ai dit, un score de 0 à 100 aussi pour chacun des composants. Ensuite, on va générer des alarmes. Un des problèmes de l'évaluation de l'état, c'est que si je ramène de 0 à 100, ça devient une moyenne pondérée de chacun des éléments d'un véhicule, par exemple. Et on pourrait ne pas voir des défaillances qui ont été notées quand on fait des fiches d'inspection. Or, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on génère des alarmes pour chacun des paramètres qui servent à l'évaluation de l'état. Ensuite, on fait l'évaluation de l'indice de santé. L'indice de santé, pour nous, c'est quand on n'est pas capable ou on ne veut pas ou ce n'est pas économique de faire des inspections et des essais sur chacun des actifs. Je vous donne un exemple. Vidéotron, si demain matin, ils avaient à vérifier l'atténuation de chacun des câbles de fibre optique qu'ils ont mis à travers la province, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est un échantillon, puis ils vont faire des courbes de vieillissement. Donc, nous, ce qu'on va être capable de faire dans le AHI, c'est des courbes de vieillissement. Donc, on va appliquer ça. Dès que vous allez faire une inspection, bien là, j'ai un état. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Puis, on va faire des statistiques, des diagnostics et, je l'ai dit, la visualisation. Ça, c'est un exemple de visualisation. C'est un réseau électrique. Puis, on présente les 3 états. Donc, la condition, vous pouvez questionner la base de données au niveau de la condition, puis vous allez voir apparaître des codes de couleur, mais à la fin, vous passez de 50 000 pieds, vous arrivez jusqu'au boulon, si vous voulez, s'il fait partie de l'évaluation. Donc, on est support à décision pour l'optimisation des budgets d'opération puis de CAPEX. Encore une fois, on parle de registre des actifs, donc c'est d'y aller au niveau des composants. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est on a un historien. Donc, si demain matin, vous regardez sur un cycle de vie de 20 ans un refroidisseur dans un hôpital, donc quelque chose qui sert à la climatisation d'une salle d'opération, qui est hyper importante, on va noter, nous, tous les changements de composants que vous allez faire pendant ces 20 années-là. Donc, si demain matin, pendant les 2 années de garantie, il y a un compresseur qui faillit, donc vous le remplacez. Les autres, on va avoir 2 ans, mais le remplacement va avoir quoi? Temps zéro. C'est ainsi de suite là, pendant les 20 années. Vous allez faire des modifications qui vont améliorer l'état de santé. Or, au Québec, ce qu'on demande, c'est d'évaluer l'état de santé, par exemple, dans les cégeps, les universités, les hôpitaux, à tous les 5 ans, pour le déficit de maintien d'actifs. Or, si je suis ingénieur mécanique ou électrique, puis que j'arrive devant une salle mécanique, je n'aurai pas accès à l'information sur qu'est-ce qu'on a changé, comment ça fonctionnait, ce compresseur-là a-t-il fonctionné plus souvent que l'autre. Donc, c'est assez difficile pour eux de faire cet exercice-là. Ensuite, je l'ai dit, les inspections, les essais, c'est des fiches d'inspection qui servent directement au calcul. Il y a des sondes, donc on va aller chercher des données temps réel. Puis, ce qu'on va faire, c'est des calculs. Ça peut être basé sur la statistique, je l'ai dit, la physique, puis ça peut être aussi l'intégration d'intelligence artificielle. Puis, pour intégrer de l'intelligence artificielle, imaginons que vous êtes le spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au roulement ABI. Donc, vous avez fait une étude formidable, puis vous êtes précis. Bien, il va falloir l'appliquer, puis pour ça, ça prend un inventaire, puis ça prend un inventaire opérationnel. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'intégrer. On va dire tel objet a tel paramètre d'entrée, puis voici l'algorithme d'intelligence artificielle, puis voici le résultat. Donc, on n'en sort pas, ça prend absolument l'inventaire opérationnel. On est donc un jumeau numérique de l'évaluation de la condition. On fait de la visualisation, des statistiques et les analyses prescriptives. Donc, comment est-ce qu'on s'intègre dans les systèmes? Bien, ça pourrait être l'exemple d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a un ERP système, ça s'appelle SAP, SCADA, Historien, ce que vous voyez en bas, là. BIM, 3D Scan, SIG. Ils ont une GMAO et ça, c'est pour vraiment les activités d'entretien opérationnel, ce que vous voyez à gauche. Puis, en haut, c'est Asset Investment Planning. C'est des outils qu'Hydro-Québec utilise. Puis, présentement, c'est multi-paramètres, mais un des gros paramètres, c'est l'année d'installation. Or, l'année d'installation, c'est pas assez. Vous pourriez avoir un transformateur de 40 ans qui est en meilleur état de santé qu'un transformateur de 10 ans parce qu'il n'a pas vu les mêmes fautes ou il n'a pas eu les mêmes conditions de transport. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir aux outils d'Asset Investment Planning la condition de 0 à 100 sur chacun des transformateurs ou chacun des actifs qu'ils veulent évaluer. Puis on va aller chercher des données transactionnelles et opérationnelles dans les architectures existantes.
Puis ce qu'on fait, c'est qu'on s'intègre donc au système. On va compléter la GMAO. Les GMAO ne sont pas faites pour appliquer la science. Ça, c'est quelqu'un... j'ai eu des discussions avec des gens chez, justement, Maximo, etc. C'est pas fait pour ça. Ça demande deux choses. Il faut qu'on puisse, puis je vais l'expliquer un peu plus tard, mais il faut qu'on puisse associer la science de la dégradation à des modèles. Et c'est ce qu'on peut faire avec la plateforme qu'on a développée. Puis enfin, la planification des investissements va être basée sur l'information la plus récente. Il y a souvent, avec les outils, des simulations qui sont faites de Monte-Carlo, mais l'information date de 3 ans ou de 4 ans. Donc, la précision est vraiment faible de ce côté-là. Donc, vous êtes tous familiers avec les niveaux BIM, mais ce que je veux aussi vous montrer, c'est que le 7D, quand on parle de l'opération, ça se prépare au niveau de la conception. Le plus bel exemple, c'est encore une fois ce que j'ai eu comme révélation avec la Ville de Québec. Je ne veux pas insister sur la Ville de Québec, mais c'est exactement le cas qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'ils ont prévu demander de l'information pendant la conception pour qu'à l'opération, ils puissent l'utiliser. Il y a Vinci, avec leur siège social à Paris, qui ont fait exactement la même chose. Ils ont demandé des numéros de série sur des composants d'un refroidisseur. Puis quelqu'un qui est en design, tout ce qui vous intéresse, puis je ne dis pas que c'est tout ce qui vous intéresse, mais vous avez le défi du tonnage, vous avez le défi du poids, vous avez le défi des dimensions, vous allez vous brancher l'alimentation électrique, mais vous n'êtes pas intéressé à savoir le numéro de série qu'il y a sur un compresseur, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, puis le détail du compresseur, parce que ça ne relève pas de votre champ d'activité. C'est au niveau de l'opération qu'on en a besoin. Donc, si moi, j'avais à commander aujourd'hui pour faire du 7D, je demanderais à mon fournisseur de me donner les specs, toutes les informations, les pièces de rechange, mais de chacun des composants principaux. C'est la façon qu'on voit ça. Donc, par la suite, vous faites 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 3D, 6D, 7D, etc., etc., jusqu'à la disposition. Donc, si on vient maintenant aux jumeaux numériques, le cœur du sujet, c'est une représentation, il y a plusieurs définitions en passant. Là, c'est la dernière que j'ai. Si on regarde, il y a 3 ans, j'en avais une autre. Aujourd'hui, c'est la plus récente. Représentation virtuelle d'un objet, d'un système, d'un processus physique du monde réel, conçu pour reproduire le comportement, les caractéristiques d'une entité physique en temps réel, pouvant permettre la simulation, l'évaluation et l'analyse. Là, je vais vous la simplifier de 2 façons, de 3 façons. La NASA, quand on a parlé des jumeaux numériques en 2010, ils ont lancé le fait qu'il y a 3 types de jumeaux numériques. Il y a le prototype, l'instance puis l'agrégat. Or, présentement, ce qu'on fait ou ce qu'on couvre dans la salle, c'est souvent le prototype. Ça, c'est ce que vous faites en conception. Donc, si c'est pour un transformateur, c'est ça. Oh boy, 5 minutes. Si on prend un transformateur, c'est carrément d'arriver à prédire son comportement thermique, etc. Donc, vous êtes dans le DTP. Le DTI, c'est l'instance. Vous fabriquez un transfo ou vous faites un hôpital. Ça, c'est une instance. Puis, le DTA, c'est l'agrégat. C'est-à-dire que vous allez chercher certaines informations qui viennent de la conception, certaines autres qui viennent de la fabrication ou la construction de l'instance, puis vous allez chercher ça pour un but en particulier. Fait que, si on regarde, dans notre cas, quand on parle de jumeaux numériques, il y a des sources d'informations. Le SIG, pour les actifs linéaires, peut nous être une source. Le BIM en est une autre. Puis ce qu'on fait, c'est que l'APM, lui, pour un cas d'espèce qui est l'évaluation de l'état, s'en va chercher l'information qui peut être temps réel ou transactionnelle dans ce qui existe comme architecture. Donc ça, c'est une façon. Puis j'ai vu la même chose avec, je crois que c'est la Ville de Montréal qui présentait le lien entre le SIG et le BIM. Donc, pour nous, puis je vais essayer de simplifier, mais tout ce qu'on a besoin de ces systèmes-là, dans un premier temps, c'est un identifiant unique de l'actif. Donc, en gestion d'actifs, ça te prend un numéro pour un actif qui, je le souhaite ou je l'espère, va être unique. Une date d'installation, un modèle, puis le modèle, ça peut être un identifiant ou un numéro de modèle. Ça n'a pas besoin de décrire plus que ça, et une localisation. Donc, longitude, latitude ou la référence dans le modèle BIM. Avec ça, vous me donnez un Excel avec 1 million d'actifs, puis je vous fais une présentation. Puis si vous me donnez pour chaque modèle l'espérance de vie, je vais vous faire un AHI en dedans de 2 jours.
de 1 million d'éléments, puis je veux les représenter. Donc, la science peut être complexe, mais ça peut être extrêmement simple. C'est ce que le message au niveau de l'intégration. Puis là, j'ai une slide qui date de Londres en 2016, formation sur 1192-3. Puis c'est la façon qui présentait le lien entre les normes que vous utilisez pour design et construction, puis la vraie vie. Donc, le ISO 55000, qui est une norme que vous voyez ici, qui est de gestion d'actifs. Donc, vous avez un Project Information Model, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et dès que vous coupez le ruban, vous avez un Asset Information Model. Donc, vous récupérez de l'information pour opérer l'actif ou l'infrastructure et vous la connectez, vous connectez ce modèle-là à des systèmes pour des usages qui sont différents, dépendamment de ce que vous avez comme solution. Ça, c'est le 7D, 2016, version 2016, tel quel. Puis, ce qu'on ajoute, nous, c'est le temps réel, le fameux DTA, l'agrégat au niveau du jumeau numérique, puis la capacité d'aller à un LOD 500+. Parce que vous allez me servir le refroidisseur, je vais avoir un modèle de refroidisseur, je ne vous pose plus de questions. Par contre, je vais regarder dans le manuel d'instruction, puis je vais le décomposer, parce qu'il faut que je suive chacun des composants. Ça, c'est le LOD 500+. Vous m'arriveriez avec un 1000+, je serais capable de l'accommoder. Donc, nous, c'est l'évaluation des actifs, puis d'arriver à ramener une information sur laquelle on peut agir. Donc, ça, c'est entre autres avec les discussions avec Hydro-Québec, c'est un poste, puis le BIM, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer. Mais dans le cas des jumeaux numériques, il y a le Conseil international des grands réseaux électriques qui travaille sur les modèles de jumeaux numériques. Puis ce que vous voyez à droite, c'est, il y en a qui sont basés sur la physique, il y en a d'autres, c'est machine learning. Fait qu'on va voir apparaître du machine learning, ça fait partie des jumeaux numériques, mais je dirais que dans certains domaines, ça va être très difficile. Il me reste 1 minute. Donc, on participe présentement à un consortium de recherche avec des grands joueurs comme Hydro-Québec, EDF, tout ça. Puis le but, c'est d'arriver à faire les 3 jumeaux numériques. Hitachi, qui est un fabricant, va travailler sur des jumeaux numériques pour la fabrication. Ensuite, Hitachi va encore travailler pour améliorer les méthodes de fabrication, donc design, fabrication. Puis nous, c'est l'application de la science de dégradation sur les transformateurs de puissance. S'il me restait 1 minute, je vais finir avec ça. C'est le clou de la soirée. C'est une façon de regarder un jumeau numérique. À gauche, ce que vous avez, c'est les niveaux hiérarchiques. Donc, ça peut être informationnel au niveau des composants, des produits, des processus, des systèmes et multisystèmes. Les cas d'usage, digitaliser, visualiser, simuler, émuler, extraire, orchestrer puis évaluer. Puis les phases dans le cycle de vie. Donc, design, build, operate, maintain, optimize puis decommission. Puis là où on joue, c'est cette verticale-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, on peut traiter, on peut donner l'information sur l'état d'un système à haut niveau. Je peux faire le lien entre des actifs, puis je couvre ces éléments-là. Puis, peut-être la dernière, est-ce que je peux négocier? Oui. Bon. Quand on prend un actif ou un composant, vous avez vu que vous avez des fiches techniques. Donc, cette information-là, elle existe. Il y a des modèles IFC, tout ça. Donc, on va se nourrir de ça. Mais un actif ou un composant va être branché à quelque chose. Donc, là, le côté jumeau numérique, aller chercher des paramètres sur ce qui existe, c'est ce qu'on fait. Puis, une des choses qui est la clé, c'est d'associer un actif ou un composant à un modèle. Le modèle, c'est un modèle descriptif. Puis pourquoi? C'est que si tu as 2 millions de poteaux, tu as peut-être 50 modèles de poteaux en bois à Hydro-Québec. Je fais une grosse approximation. Mais je vais prendre 200 000 poteaux de ce modèle-là, puis je vais avoir une fiche d'inspection particulière parce qu'il est spécial, ce poteau-là. Je vais avoir une fiche d'inspection et d'essai. Je vais avoir un calcul qui est particulier à ce modèle-là. Puis, je vais aller me connecter au système existant. Je vais avoir un résultat au niveau de la condition, l'état de santé puis les alarmes, puis des statistiques, etc., etc. Puis, je vais envoyer l'information à tous les autres systèmes. Je peux envoyer l'information à une GMAO ou à un SIG, par exemple. Puis, est-ce que je termine là-dessus? Je vais voir la prochaine. Oui, je termine là-dessus parce que ça va être trop long. Vous allez avoir une copie, mais ça vous donne une idée. Est-ce que j'avais une conclusion? Oui, mais on s'en passe. J'ai une très courte question. Je vais essayer de la garder le plus court possible. Le jumeau numérique que vous gardez en vie pour le client,
est-ce que c'est le même jumeau numérique ou est-ce qu'il y a la forme qui peut être récupérée telle quelle pour un prochain projet, ou si on doit garder votre jumeau numérique puis un autre jumeau numérique plus format modèle Revit, etc., pour pouvoir servir d'intrant dans un prochain projet d'expansion? C'est facile, c'est qu'une fois qu'on a créé les modèles dans notre plateforme puis on les a explosés, bien à ce moment-là, c'est facile. Vous prenez Revit, une solution de CATIA, etc., puis je vais faire le lien vers ces référentiels-là qui sont 3D. Mais on n'a pas besoin de répéter, puis je pourrais même exister, parce que rappelez-vous qu'il y a 80% des actifs qui n'ont jamais été créés avec du 3D. Donc, nous, on est indépendants. Je pourrais fonctionner sans modèle 3D, sans SIG, sans rien, puis avoir un Excel que tu m'envoies, puis tu me dis, voici mes modèles, puis là, je vais voir un chercheur ou une chercheuse, puis je dis, c'est quoi la dégradation? Je vais l'appliquer intégral trip, puis je vais l'appliquer à ça. Merci.